Merci à vous pour cette introduction. Vous en avez déjà dit beaucoup, donc je vais un petit peu compléter ce que vous avez présenté et puis peut-être un peu laisser de temps aux questions parce que je vois qu'il y en a déjà beaucoup dans le chat. Donc, par contre, j'ai une petite présentation à partager. Si vous pouvez arrêter le partage avec la vôtre, je pourrais enchaîner avec la mienne. Merci beaucoup. Donc voilà, ah, non, je pense que ce n'est pas le bon écran qui est partagé. C'est toujours pareil, excusez-moi. Hop, juste le petit. Est-ce que vous voyez bien? Oui, oui, Et oui. est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, je vais pouvoir Parfait. commencer. C'est parfait. Super. Donc, je vais commencer par me présenter parce que je pense que voilà, je connais très peu d'entre vous. Donc, moi, je suis Caroline Matko. Donc, je sais que l'organisation de l'agence est un peu opaque pour tout le monde. Donc, je vais déjà vous dire que je travaille pour la direction médicale médicament 1. Donc, en fait, pour que vous compreniez bien, c'est la direction qui est en charge de tout ce qui est évaluation clinique et pharmacovigilance. Et ça, en fait, tout au long de la vie du produit. Donc, voilà, que ce soit en accès compassionnel, en accès précoce, en essai clinique ou en AMM, c'est au sein de cette direction qu'on gère toute l'évaluation clinique, la pharmacovigilance et également la publicité pour les produits de santé. Par ailleurs, c'est nous qui sommes en charge du dialogue renforcé à la fois avec les patients et les professionnels de santé, puisque en fait, c'est voilà, une des priorités qui a été mise en avant lors de la dernière réorganisation de l'agence. Donc voilà, c'est au sein des DMM qu'on est en charge de ce dialogue avec les parties prenantes concernant l'ensemble des produits de santé. Donc moi, comme je vous le disais tout à l'heure et comme le disait Monsieur de Bordeaux, donc je suis la chef du pôle 3. Donc c'était juste pour vous dire que voilà, son champ était assez large puisque je m'occupe à la fois des médicaments de thérapie innovantes, des médicaments dérivés du sang, des produits sanguins labiles, des immunosuppresseurs et donc des radiopharmaceutiques qui nous occupent aujourd'hui. Comme vous le savez, la personne qui s'occupe de ces produits au niveau scientifique, qui est beaucoup plus calée que moi sur le domaine, c'est donc Madame Yana Cheval, qui, de façon un peu exceptionnelle, s'occupe à la fois de la qualité, de la non-clinique et de la clinique pour ce produit, ce qui est un petit peu une exception à l'organisation de l'agence. Donc, pour parler un petit peu de la lutte contre les pénuries de médicaments qui avaient été mises en place même au niveau du ministère de la Santé, c'est une des priorités ces derniers temps. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, dont certaines ont déjà été présentées tout à l'heure. Donc, exactement, au sein de la NSM, comment ça se passe? Donc, en fait, cette gestion des pénuries et des défauts qualité ne concerne que les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc, c'est vrai que quand vous disiez ne pas retrouver des informations sur l'ensemble des médicaments, c'est peut-être qu'il ne s'agit pas de MITM, donc de ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. C'est ce système de gestion qui est très chronophage, autant pour l'agence que pour vous, n'a été mis en place que pour ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et donc, au sein de la NSM, le pôle qui est en première ligne pour gérer ces pénuries, c'est le pôle défaut qualité et rupture de stock, qui est donc à la direction de l'inspection. Donc, nous travaillons au sein des directions médicales en lien étroit avec ce pôle rupture de stock. Et c'est vrai que ce n'est pas nous qui sommes en première ligne dans les relations avec les laboratoires. C'est le pôle défaut qualité qui gère au premier titre ces relations en laboratoire. Et nous, de notre côté, on s'occupe plus de l'impact clinique et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la relation avec les parties prenantes. Donc, concrètement, voilà, quand je vous disais que l'organisation de l'agence était compliquée, je vous ai juste fait une petite slide. Donc, voilà, au niveau, donc moi, je suis là en DMM1. Alors, j'ai pas de… Est-ce que vous voyez ma souris? Je ne sais pas. Donc, voilà, au niveau de la DMM1, donc, on s'occupe de toute la partie clinique et les relations avec les parties prenantes, tandis que le pôle rupture de stock est donc à la direction de l'inspection, qui est une des autres directions de l'agence. Donc, qu'est-ce qu'un MITM? Donc ça vous a été présenté tout à l'heure. Donc, c'est un médicament ou même une classe de médicaments
pour lequel une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou à moyen terme, ou alors qui représente une perte de chance importante au regard de la gravité ou de l'évolution de la maladie. Donc, en fait, en 2016, il y a eu une première liste de MITM qui a été publiée avec environ 6000 MITM identifiés. Et donc, en fait, il faut savoir que cette identification MITM, elle est faite à l'initiative du laboratoire. En fait, chaque année, le laboratoire doit faire une déclaration dans laquelle il identifie l'ensemble de ces produits qu'il pense être des MITM. Alors après, il y a une requalification possible par la NSM, et donc qui est fait encore une fois en lien avec le pôle des ruptures. Et par exemple, tout à l'heure, vous parliez du MIBG. C'est vrai que le laboratoire, en première intention, ne s'était pas classé comme MITM. Et c'est par la suite, justement, lors des premiers épisodes de tension, on l'a requalifié en MITM et que les premiers épisodes de tension, on peut être suivis. Et donc, je pense en effet que la dernière situation de tension, on n'a pas dû avoir de fiche rupture ni du suivi par la NSM, justement parce qu'il n'avait pas été qualifié de MITM. Donc ça, c'est vrai que c'est une première difficulté. On essaye de suivre au mieux, mais comme vous avez vu le nombre de molécules, on ne peut pas en fait de façon proactive forcément regarder toutes les déclarations annuelles des laboratoires. Je pense qu'ils le font au pôle rupture, mais peut-être pas de façon systématique. Ça, je n'ai pas toutes ces informations. Donc, ce qui a été mis en place, c'est la nécessité d'avoir des stocks de sécurité. Donc là, tout à l'heure, vous parliez des PUI. Là, c'est vraiment au sein des laboratoires exploitants, donc depuis septembre 2021. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Et donc, la référence, c'est 2 mois de stock pour tous les MITM. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, voilà, il peut y avoir des possibilités d'augmenter ou de réduire ce stock. Voilà, là c'est un petit peu imagé, mais vous voyez bien le principe. Donc, pour ce qui est dérogation à la baisse, bien sûr, ça va concerner beaucoup des produits dont vous avez la charge, notamment en raison de durée de conservation incompatible. Voilà, si la spécialité est adaptée à un patient donné, là, c'est un petit peu tous les motifs qui ont été recensés en fait, lorsque les laboratoires ont fait des demandes de diminution de stock. Donc, médicaments fabriqués à partir de produits d'origine humaine, voilà, je vous parlais tout à l'heure des MDS, c'est le cas de l'ensemble des MDS. En fait, la situation est tellement tendue en permanence que de toute façon, voilà, cette nécessité de stock a été réduite. Voilà, il y a d'autres raisons un peu plus à la marge, comme la saisonnalité des besoins ou systématiquement pour les gaz à usage médical. Cette dérogation à la baisse a été accordée à l'ensemble des laboratoires. Donc actuellement, il y a 102 spécialités et vous pouvez retrouver en fait sur le site de l'agence la liste des produits concernés. Alors à l'inverse, cette dérogation, elle peut être revue à la hausse. Donc là, en effet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'il y a déjà eu des antécédents de rupture sur les 2 années précédentes, par précaution, on peut imposer une augmentation de ce stock de sécurité. Donc là, à qui elle va être imposée? Au laboratoire en fonction notamment de leur part de marché. De façon générale, quand on parle d'une classe thérapeutique, sur la sensibilité de la classe et donc en effet sur les antécédents. Et là, il y a pour l'augmentation de la durée de stock de sécurité, 420 spécialités sont concernées. Et là, encore une fois, la liste est publiée sur le site de la NSM. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un risque de rupture? Parce qu'on parle bien aussi de risque de rupture. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un risque de rupture ou une rupture avérée en médicament d'intérêt thérapeutique majeur? Donc, en fait, il faut savoir que lorsqu'un laboratoire commercialise un MITM, en fait, il est tenu, c'est vraiment d'assurer un approvisionnement approprié et continu du marché afin de couvrir les besoins. En fait, lorsqu'un fabricant dépose une AMM, implicitement, il se retrouve, pour un MITM, dans l'obligation de fournir à niveau des besoins. Donc, afin de prévenir toute problématique, lorsqu'il déclare un MITM, il faut qu'ils élaborent un plan de gestion des pénuries. Et donc, dès qu'il a connaissance d'un risque de rupture ou d'une rupture effective, il faut qu'il la déclare à la NSM. Donc, il y a un outil spécifique qui a été mis en place pour ce faire.
c'est ce qu'on appelle le portail TrustMed, qui permet en fait de déclarer directement auprès du pôle rupture tout risque de rupture ou toute rupture effective. Et en fait, c'est via ce portail que se font directement les échanges avec les laboratoires. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le schéma. Donc concrètement, eh ben, voilà, un laboratoire nous signale soit un défaut qualité, soit un risque de rupture ou une rupture. Donc là, on est ici. Après, au pôle rupture, il y a d'autres moyens d'information. Donc, il y a les remontées terrain que vous nous faites assez régulièrement. Voilà, peut y avoir des choses qui sont en lien avec la qualité des produits qui remontent, qui peuvent venir de l'Europe s'il y a des déclarations de défaut qualité à l'échelle européenne ou des signalements un peu plus locaux de défaut qualité. En tous les cas, l'ensemble de ces signaux sont collectés par le pôle rupture de stock qui va, à partir de ce moment-là, évaluer le signal et voir si on est dans une situation à risque ou pas. Donc, principalement, quelles seront les situations qui ne seront pas à risque? C'est quand il y a des alternatives disponibles ou que vraiment la rupture est très courte. Bon, malheureusement, souvent, on se retrouve dans des situations à risque pour lesquelles il n'y a pas d'alternative, pour lesquelles les ruptures se répètent ou se prolongent. Donc, dans ces cas-là, entre en scène la DMM que je représente. Et donc, nous dialoguons avec les ruptures de stock pour savoir quelles sont les bonnes solutions à mettre en place. Et c'est là que, de notre côté, nous prenons contact avec les parties prenantes et éventuellement, ça c'est moins systématique, avec les représentants des patients, à la fois pour les informer de la situation et également pour voir auprès d'eux quelles sont les meilleures solutions à mettre en place. Et donc là, il peut y avoir des réunions également avec les laboratoires auxquels nous participons avec le pôle rupture de stock. Donc voilà, on cherche les solutions palliatives quand elles existent ou on essaye de préparer au mieux les distributions à venir. Après, il y a un volet important de communication avec lesquels on peut échanger avec les parties prenantes afin d'être bien sûr que la communication soit bien claire et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans celle-ci. Et donc, voilà, tout ça jusqu'à la clôture de l'état de la situation de tension ou de rupture. Donc, quelles sont les solutions? C'est ce que vous avez un petit peu décrit tout à l'heure. Donc, on peut mettre en place des contingentements quantitatifs où là, on va limiter le nombre d'unités qui peuvent être approvisionnées par site. On peut mettre en place des contingentements qualitatifs et c'est là qu'on parle des indications prioritaires qu'on va pouvoir élaborer avec les parties prenantes, les sociétés savantes. Un des outils qui est souvent utilisé aussi, c'est les autorisations exceptionnelles d'importation. Donc, ce sont des importations ponctuelles de produits qui ne sont pas forcément autorisés et commercialisés habituellement sur le territoire français. Donc là, il peut y avoir une évaluation spécifique qui se met en place de la qualité si ce n'est pas un produit qu'on connaît par ailleurs. Ou voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est vrai que c'est quand c'est possible, quand le marché n'est pas mondial, comme c'est le cas pour les radiopharmaceutiques, on essaye d'avoir recours à des importations exceptionnelles. On a toujours la possibilité d'être un petit peu flexible d'un point de vue réglementaire, en accélérant un petit peu des évaluations de variations, notamment pour pouvoir, par exemple, mettre en œuvre plus rapidement des nouvelles lignes de traitement ou alors des fournisseurs de matières premières alternatives, par exemple. Donc, voilà. Ou alors, c'est vrai qu'on peut aussi augmenter la durée de péremption de certains produits. Voilà, on peut jouer sur certains de ces variations, mais ça reste assez limité. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une solution, mais voilà, il y a toujours un suivi des stocks qui est mis en place en lien étroit entre le laboratoire et la cellule rupture de stock. Là, ça peut être quotidien. Le laboratoire nous indique jour après jour le nombre d'unités qu'il a délivrées, combien il lui en reste. Ça, c'est pour les situations les plus dégradées, c'est ce qui se met en place. Après, une autre solution, et là c'est plutôt pour notre part, veiller à ce qu'elle reste disponible, c'est le report sur d'autres spécialités. Et donc là, on doit s'assurer qu'elles sont disponibles en quantité suffisante au vu du report qu'on va avoir. Après, voilà, avec les sociétés savantes, on peut discuter de la modification de prise en charge des patients, avec là les limites qu'on ne peut pas, nous, côté ANSM, forcément recommander des utilisations hors AMM.
Donc, c'est vrai que là, s'il y a un consensus, voilà, c'est toujours là où il y a un dialogue avec les sociétés savantes qui peut être mis en place pour savoir, voilà, en fonction de la gravité de la tension, quelles sont les alternatives qui peuvent être mises en place et quels sont leurs statuts. Il est possible aussi voilà, de passer par des autorisations compassionnelles, par des cadres de prescription compassionnelle. Enfin, voilà, il y a plein de… Les reports peuvent être faits sur des produits qui ont des statuts différents. Et donc là, une solution qui est plus côté rupture de stock, c'est l'interdiction des exportations de la part des grossistes répartiteurs. Ça, c'est un peu à la marge. Donc ça, c'est les solutions, voilà, dont on peut discuter avec l'ensemble des parties prenantes. Après, pour ce qui est de l'information, c'est vrai qu'il y a un circuit qui est assez classique où c'est le laboratoire, suite à nos discussions et nos échanges, qui va proposer des courriers à la fois aux professionnels de santé et parfois aux patients. C'est validé en interne auprès de la NSM et souvent auprès des sociétés savantes ou des parties prenantes qui nous ont aidés à gérer cette crise. Et donc, à partir de là, il y a une diffusion large par le laboratoire en premier titre et puis un relais sur notre site, sur le site de la NSM. Donc là, ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'était juste, c'est assez parlant. Voilà, l'évolution du nombre de signalements de risques ou de rupture de stock depuis ces 10 dernières années. Donc, c'est vrai que là, on est à plus de 2000 ruptures signalées. Donc ça, vous l'avez dit tout à l'heure, les produits radiopharmaceutiques, il y a vraiment un certain nombre de spécificités. Donc, généralement, c'est des produits qui ont des demi-vies extrêmement courtes. Donc, c'est vrai que toute notion de stock et de plan de gestion de pénurie est difficilement adaptable. De la même façon, quand on parle de contingentement qualitatif avec des indications prioritaires, on se rend compte que finalement, sur le terrain, c'est assez dur à mettre en œuvre puisqu'en fait, souvent, on a besoin, chaque site peut déclarer un certain nombre d'indications prioritaires qui fera que voilà, tout le monde a besoin de générateurs, même si la part de patients prioritaires sur le non prioritaire est variable. La manière dont le produit est utilisé fait que tout le monde a besoin de produits. Donc, on a vraiment une limite là par rapport à d'autres médicaments où vraiment la mise en œuvre d'un contingentement qualitatif est assez facile à mettre en œuvre et permet vraiment de bien réguler la consommation du produit. Pour certains des produits en radiopharmaceutique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc, c'est vrai qu'on va vite se retrouver obligé de faire un contingentement plus par une répartition géographique, voilà, avec un tour de rôle pour être sûr que l'ensemble du territoire est bien approvisionné, au moins à la mesure de la population à traiter. Parce que finalement, ces indications prioritaires, des fois, elles fonctionnent, mais des fois, elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre parce que voilà, l'ensemble des sites a dans sa patientèle, des patients prioritaires. La plus grosse difficulté, mais ça vous le savez, je ne vous le répéterai pas, voilà, c'est la dépendance aux réacteurs et le fait que voilà, c'est un marché mondial. Les réacteurs, il y en a très peu. Il y a les périodes de maintenance programmées, les pannes intercurrentes, les maintenances qui se prolongent, voilà, donc, et le fait que voilà, ces réacteurs, ils ont des fonctionnements très encadrés, donc on le voit là encore avec BR2, tout redémarrage est soumis à des contrôles stricts, toute panne est soumise à des contrôles stricts, donc voilà, on sait qu'il y a une latence dans les redémarrages et dans l'organisation des réacteurs qui est vraiment très impactante sur la disponibilité des produits, et là, sur ça, je ne vais rien vous apprendre. Donc, c'est ce que je disais, le marché est mondial et il existe très peu d'alternatives. Bon, par contre, voilà, qui dit spécificité dit aussi mise en place de choses assez spécifiques. Donc, la NSM participe aux réunions de l'OCDE et de l'ADE pour justement prendre part à toutes ces gestions un peu supranationales du fonctionnement des réacteurs avec la mise en place justement de procédures pour gérer le fonctionnement des réacteurs entre eux, les dépannages, le fait de ne pas prévoir des maintenances de façon simultanée, voilà, toute l'organisation supranationale qui est mise en place pour organiser au mieux le fonctionnement des réacteurs pour qu'il y ait toujours un minimum de produits qui puissent être préparés, quelle que soit la situation des réacteurs, même si on sait que voilà, à certains moments, c'est quand même difficile. Pour ce qui est mis en place au sein de la NSM, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Nous, on essaye de mettre en place le plus possible des échanges. Alors, c'est vrai que des fois, c'est par mail, on monte des réunions si besoin. Donc, avec vous, Sopra, avec la SFMN, des fois avec les représentants des patients, comme on a pu faire lors d'une tension
sur l'IOD 131 en début d'année. Et après, avec d'autres sociétés savantes plus spécifiques, voilà, en fonction des pathologies qui vont être concernées. Donc, l'objectif de ces échanges, vous le savez bien, en fait, c'est voilà, de pouvoir, grâce à vous, identifier les difficultés de terrain dont on ne se rend pas toujours compte, nous, à l'échelle de l'agence, sur tout ce qui est logistique, tout ce qui est programmation des patients. Voilà, même si on l'entend, c'est quand même plus facile quand vous pouvez nous identifier les difficultés que ça a en conséquence. Donc, discuter bien sûr des indications prioritaires et des alternatives, avec toutes les limites qu'elles peuvent avoir voilà, pour certains produits. Comme je vous le disais, échanger sur les communications proposées afin qu'on soit bien tous au même niveau d'information et que notamment, par exemple, quand il y a des indications prioritaires qui sont mises en compte, qu'elles soient prises en compte le plus rapidement possible par l'ensemble des prescripteurs parce qu'il en tient vraiment à l'équité de la répartition du produit sur le territoire. Donc, ces réunions permettent aussi par la suite de suivre l'organisation qui a été mise en place et voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas ou s'il y a des éléments à réévaluer le plus rapidement possible en lien avec les laboratoires. Et un petit peu à distance des crises, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Alors, on n'a jamais pu forcément le faire parce que voilà, c'est des choses qui se mettent en place aussi actuellement. Avoir un retour un peu à froid et un retour d'expérience sur les modalités de gestion des crises qui sont résolues. Alors, des exemples, bon, voilà, je suis revenue rapidement sur les exemples de cette année. Je ne les ai pas forcément tous en tête. Et comme je vous disais, voilà, moi, je ne suis pas une spécialiste de tous les produits. Mais voilà, en début d'année, on avait, vous le savez bien, eu des tensions assez fortes sur les… 19 juillet. Ah, pardon, excusez-moi, je croyais qu'il y avait une question. Donc, sur l'IOD 131. Donc là, il y avait une réunion avec les parties prenantes. Au départ, je crois, sans la SOFRA, mais voilà, on parlait de retour d'expérience et c'est à la suite de cette première expérience qu'on a pu vous intégrer aux réunions et que maintenant, on le fait de façon systématique. Pour cette tension-là, je crois, oui, il y avait eu les parties prenantes qui avaient été invitées aussi à prendre part aux réunions. Donc, il y avait eu des indications prioritaires qui avaient été définies, mais de mémoire, elles n'avaient pas été mises en place finalement. Par contre, côté agence, voilà, on avait eu une évaluation accélérée pour ajouter une nouvelle source de matière première dans l'AMM du produit en question pour ce qui était de produits préparés à partir de cibles faiblement enrichies. Et on avait également eu trois autorisations successives d'importation du produit isotope en Hongrie. Donc voilà, ponctuellement, ça permet un peu d'offrir un peu plus de produits, même si c'est toujours à la marge, hein, parce qu'on en revient toujours à ce marché qui est mondial et ce n'est pas toujours facile de réaliser ces importations parce que tous les marchés nationaux sont tendus. Donc en février, on avait déjà eu un premier épisode de tension sur le technétium et sur l'iode. Et là, de mémoire, voilà, c'était des générateurs avec des activités moindres qui avaient été distribués. Il y avait eu pareil des importations de gélules d'iode et je crois que ça s'était plus ou moins bien passé. Enfin, c'est le retour qu'on a eu des laboratoires. Aussi, un autre produit dont je n'avais pas parlé auparavant et qui est un petit peu à part, c'est donc le PSMA que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc là, c'est vrai qu'on est dans le cadre d'une ATU de cohorte. Donc, dans le cadre d'une ATU de cohorte, les problématiques de tension ne sont pas prises en charge par le pôle des ruptures, puisque voilà, eux prennent en compte que les MITM, donc qui ont déjà l'AMM. Là, on est dans le cas d'une ATU de cohorte, donc c'était au sein de la DMM uniquement qu'on avait géré la problématique des tensions. Donc là, on avait encore une fois, grâce à vous, mis en place les réunions SFMN-SOFRA sans les patients de mémoire pour celles-ci. Et donc, voilà, il y avait une répartition territoriale des quantités disponibles qui avait été discutée avec voilà, des critères qui avaient été déterminés de façon collégiale, qui étaient un petit peu l'historique des commandes et d'avoir une quantité de produits qui soit un peu proportionnelle au bassin de population traité. Et donc là, voilà, on avait pu informer les associations de patients suite à ces réunions. Et là, en termes d'alternatives, on s'était attaché à évaluer rapidement les demandes d'accès compassionnel au PSMA 1. Donc, je pense que c'était ma dernière slide. Donc, je n'ai peut-être pas répondu à l'ensemble des questions que vous m'aviez transmises par avance, mais je suis maintenant disponible dans la mesure de mes
mes connaissances et des souvenirs que j'ai de chacune des quiz pour discuter avec vous. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat, mais le plus simple, c'est peut-être maintenant de revenir sur certaines questions. Enfin, je ne sais pas comment vous Oui, souhaitez merci à procéder. vous. Merci à vous, merci pour cette présentation. Éventuellement, effectivement, Sandy, est-ce que tu pourrais réafficher ne serait-ce que la diapo où tu avais fait apparaître toutes les questions de telle sorte qu'on les ait sous les yeux? En tout cas, ce que je veux souligner effectivement, c'est que depuis la mise en place de ces échanges, on a une grande facilité de discussion avec l'agence et c'est vraiment une très bonne chose. Et effectivement, un meilleur partenariat aussi avec la SFMN dans ces différentes discussions depuis l'épisode effectivement des Gélules Diode 131. Bon, les sujets n'ont pas manqué malheureusement, hein, donc on échange quand même fréquemment. Euh, avant on liste les questions, on répond au chat. De toute façon, on a 40 minutes. Mais j'ai juste une petite remarque. Depuis, quand on voit l'échelle temporelle qui a été affichée avec l'augmentation dans le temps de la proportion de rupture d'approvisionnement, avant, en médecine nucléaire, c'était globalement, on exagère un peu, des PME. Maintenant, on a de plus en plus affaire à des big pharma. Est-ce que finalement, l'augmentation de la taille de l'industrie s'associe systématiquement à une à des risques accrus de rupture d'approvisionnement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe aussi pour les autres industries du médicament? Ou Bah, je est-ce pense qu'il que vraiment c'est un vaut mieux travailler phénomène avec des PME, sincèrement? à partir du moment où on concentre les productions et plus les industries sont grosses, plus elles mondialisent leur production. Donc, c'est vrai, plus on est à risque de tension parce que voilà, ça rejoint des situations de monopole. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir plusieurs petits intervenants qu'une big pharma qui détient le marché mondial pour une molécule ou quelque chose comme ça. Néanmoins, c'est des situations devant lesquelles on se retrouve très souvent. Et après, bon, il y a aussi la problématique dans le produit de santé que voilà, tout n'est pas généricable entre guillemets. Et c'est vrai que c'est certaines big pharma qui détiennent certaines molécules et c'est vrai que ça n'aide jamais. C'est ce qui me semblait. Merci. Sandy, tu peux peut-être lister les différentes questions, puisque c'était sur ton support. Je te laisse éventuellement les enchaîner, et puis on fera le point du chat ensuite, si vous voulez bien. Ah, Sandy, Je mets le voilà. son, je mets le son, voilà. Merci. Oui, alors déjà, il y avait des questions sur l'organisation des interlocuteurs de la NSM. Bah, ça, je pense que voilà, ça vous avez répondu. Donc, nous, en tant que pharmaciens, on peut déclarer aussi des tensions et des... Oui, tout à fait. C'est soit au pôle rupture de stock, soit à la DMM. Et nous, dans ces cas-là, on remonte l'information au pôle rupture de stock. C'est fait assez souvent. Par exemple, pour les laboratoires qui auraient mal déclaré leurs produits comme non MITM, c'est vrai que ça nous permet, si vous nous remontez l'information ou si on a une information qui nous remonte du terrain, voilà, on prévient la cellule rupture de stock qui peut éventuellement nous dire ah oui, en effet, nous, on suivait pas particulièrement cette molécule-là parce qu'elle avait été mal déclarée. Ça nous permet de réévaluer les choses. Et après, même en MITM et même souvent pour des laboratoires que vous connaissez bien, parfois, ils oublient de nous prévenir. On n'est pas, enfin, souvent, leurs communications vous seront adressées Oui, avant oui. nous. Donc, c'est vrai que c'est aussi, voilà, pour pallier certaines insuffisances des laboratoires au sens large, si vous êtes au courant de tensions, ça peut toujours être intéressant de nous les faire remonter. Donc Et, là, oui, ouais. Oui, il y a un mail, c'est ça, sur lequel il faut envoyer l'information. Alors, je pense que le pôle, je pourrais vous le donner en post-réunion, je pense Oui. qu'il y a une adresse générique pour les ruptures de stock. Ok. Côté DMM-MUN, on n'en a pas. Donc, ça, je peux faire la porte d'entrée, sauf si ça devient quelque chose de très, très conséquent. Mais sinon, voilà, il y a l'adresse rupture de stock qui est spécifiquement dédiée à ce type de déclaration. et juste une précision par rapport pour informer les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils sachent que globalement, que nous sommes au fait, voilà, d'une rupture ou autre, nous, enfin Sopra, avons l'habitude de transmettre l'information quasi systématiquement. Donc dernièrement, bien sûr, lutetium PSMA, iode 131, le TEC, le thallium, les risques potentiels sur rhénium, erbium, yttrium, puisque BR2, et puis de par également les autres problématiques, l'hydroxyéthylamidon, le rapiscan. Donc voilà, j'en passe, mais dernièrement, sachez qu'à chaque fois et de manière systématique, on prévient la NSM, et donc en particulier effectivement Madame Matko. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous manifester auprès de l'agence, mais sachez effectivement que de notre côté, de manière générale et systématique, on essaie de faire ce relais également. Alors après, on essaye de vous répondre, mais sachez que dans tous les cas, quand vous nous faites la déclaration, nous, on la remonte.
Donc, c'est vrai qu'après, quand on a des éléments spécifiques à vous transmettre, on peut vous répondre. Mais voilà, s'il n'y a pas d'action précise qui est envisagée, peut-être qu'on ne vous répond pas directement. Mais en tous les cas, voilà, on essaye toujours de gérer ce type de signaux et au moins de les transmettre au pôle rupture de stock. Merci. Alors, il y avait les derniers décrets mentionnent les MITM avec une obligation de stockage. Qu'en est-il des MRP pour lesquels un stockage n'est pas possible? Donc ça aussi, vous nous avez tout bien expliqué, je pense que tout le monde a compris. Alors, comment pouvons-nous nous assurer, alors ouais, je pense que j'ai fait des mauvais copier-coller, que les industriels vont bien nous approvisionner, pardon. Quelles sont les solutions à disposition des radiopharmaciens? Ont-ils besoin d'interlocuteurs particuliers, groupes thématiques de la SOFRA, le CA de la SOFRA? Alors, c'était le cas de la gestion des géludiode. Là, on n'a pas mis entre parenthèses, mais il y a aussi des groupements d'achat qui aussi peuvent faire récupérer toutes les informations des professionnels sur le terrain et voilà. C'est vrai qu'au moment des crises, on essaye de faire au mieux en communiquant avec vous. Après, chaque crise nous permet d'établir des outils qui serviront pour la suivante parce qu'hélas, elles ont une fâcheuse tendance à se répéter. Après, si vous pouvez travailler en amont, en dehors de ce contexte de crise pour déterminer des solutions, c'est très intéressant aussi. Après, je pense que voilà, on est tous un peu débordés, donc c'est difficile de travailler en dehors d'un contexte de crise pour préparer la prochaine. Mais c'est vrai qu'être sûr que vous soyez tous approvisionnés, c'est toujours une difficulté. Hein. Ça, généralement, quand on en arrive à gérer des tensions graves, c'est qu'on sait d'entrée de jeu qu'il n'y a pas assez de produits pour tout le monde et c'est justement là qu'on intervient. Et toute la problématique, c'est d'être le moins injuste possible, j'allais dire, parce qu'on peut pas, c'est difficile d'être juste. Donc, c'est vrai que nous, on a une vision très macro et grâce à vous, voilà, on peut essayer de rétablir un peu certaines choses. Mais c'est vrai que c'est toujours une difficulté quand on voit des semaines entières où il y a 10 générateurs pour toute la France. On sait d'emblée que les choses vont être difficiles et qu'il va y avoir des insatisfaits. Nous, de notre côté, on essaye toujours au maximum de mettre la pression sur les laboratoires pour qu'ils trouvent des alternatives, pour qu'ils essayent au niveau de leur global d'avoir le maximum de produits parce qu'on sait très bien que voilà, tout est question d'influence et de pression. Chacun essaye de tirer les productions, les allocations à lui. Et on sait très bien que voilà, chaque laboratoire distribue souvent un même produit sur plusieurs pays. Et voilà, c'est un peu la guerre à qui aura la meilleure allocation. Nous, on essaye de rentrer aussi dans cette guerre-là en mettant la pression au laboratoire. Mais voilà, on sait que c'est toujours des discussions qui sont difficiles et on essaye de faire au mieux pour les patients, nous aussi, parce que voilà, on est comme vous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de produits disponibles pour les patients. Après, on ne peut pas avoir gain de cause systématiquement. Et c'est vrai qu'après, voilà, quand il faut distribuer une quantité aussi limitée de produits, on se retourne vers vous pour essayer de faire au moins mal. Et par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait que donc à certaines étapes, donc les sociétés savantes, donc SFMN, Sofra, notamment, sont contactées. Alors je vous avais demandé est-ce que c'est des groupes de réaction rapides entre guillemets peuvent être identifiés avec vous, la Sofra, la SFMN, de telle sorte que dès qu'il y a un pépin, on puisse échanger rapidement. Et bon, ça se fait de manière naturelle à l'heure actuelle, mais est-ce que ça peut se formaliser? C'était la question que je m'étais posée. Mais d'autre part, je me pose la question de la suite parce que là, à l'heure actuelle, par exemple, on a eu des échanges. Ensuite, vous avez-vous un échange avec l'industriel? Et est-ce que les sociétés savantes, alors je veux pas du tout me substituer à vous, à l'agence, loin de là, mais est-ce qu'il est possible, nous, d'avoir un suivi ou d'être présent, ou je ne sais pas, par rapport à la suite des démarches parce que d'une part, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas forcément le retour des industriels de manière immédiate, que la chronologie entre le retour des industriels n'est pas du tout le même. Certains vont nous donner une information plus ou moins exhaustive, rapide, tandis que d'autres vont clairement pas nous informer, voire vraiment à la dernière minute. Et puis même derrière, pour nous, avoir des éléments de communication vis-à-vis de nos adhérents. Alors il y a le rapport tel que, le compte rendu, l'information qui est diffusée par l'industriel et qui a été validée. Alors j'avoue par exemple les dernières, comme je me souviens pas si les avoir vues au niveau de la SOFRA, mais est-ce que en tout cas on peut avoir de manière systématiquement au moment où ça va être publié sur votre site, nous une trame, un PDF ou une information comme quoi c'est publié, de telle sorte que voilà, SOFRA, SFMN, tout le monde relaie l'info de manière systématique et que les gens n'aient pas à aller chercher partout parce qu'effectivement à l'heure actuelle,
c'est une crise assez conséquente, hein, et il n'y a pas un jour qui se fait à l'heure actuelle sans avoir à annuler ou sans devoir revoir à la baisse les plannings. Donc, si la formation peut être redescendre facilement, j'avoue que ce serait un idéal pour nous. Alors, c'est vrai que je vais répondre à différents points un peu dans le désordre de vos questions. Je pense que concrètement, la difficulté qu'on peut avoir, nous, quand vous parlez de mettre en place des réunions de façon un peu systématique, la difficulté qu'on a déjà, nous, dans un premier temps, c'est d'établir un état des lieux avec les industriels. Et c'est vrai qu'on a du mal à déjà monter une réunion avec vous si on n'a pas un état des lieux clair de quelles vont être les allocations, quelles vont être les possibilités. Et souvent, honnêtement, c'est déjà une étape très difficile pour nous. Et c'est vrai que c'est difficile de vous impliquer à ce moment-là parce qu'on essaye déjà au mieux d'avoir une bonne vision de ce qu'il va falloir gérer avant de pouvoir discuter avec vous de ce qu'on met en place. Et ça, on se rend compte que voilà, dans votre domaine, c'est déjà une étape qui est très difficile. Et c'est vrai que là, par exemple, pour cette dernière crise-là actuellement, on a eu beaucoup de mal et on a eu encore des réunions cette semaine avec les 2 laboratoires où on avait vraiment très peu de visibilité sur ce qui allait se passer. On avait toujours des informations complémentaires au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que c'est une des difficultés qu'on a, c'est à quel moment on peut mettre en place ces réunions. Est-ce qu'elles auront un sens quand on n'a pas encore l'ensemble des informations? Une fois qu'on les a, c'est déjà qu'il y a certains réacteurs qui reprennent et les tensions s'amoindrissent. Donc, c'est vrai que c'est un timing. Nous aussi, il faut qu'on progresse et on peut en discuter sur voilà, quel est le meilleur moyen de gérer les choses et à quel moment vous impliquer. Ça, c'est quelque chose dont on peut rediscuter. Après, pour ce qui est de vous inclure directement aux discussions avec le laboratoire, je pense qu'honnêtement, c'est un petit peu difficile parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un jeu après entre autorités de santé et ce qu'est la responsabilité d'un laboratoire d'approvisionner de façon continue et satisfaisante et appropriée le marché. Donc, c'est vrai que quand on peut, on essaye de faire ces réunions. Après, les laboratoires n'en sont pas toujours… voilà, c'est pas toujours quelque chose qui est possible. Mais après, je peux remonter cette demande-là et voir ce qu'il en est. Mais c'est pas… En tous les cas, ce n'est pas toujours faisable, je pense. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre partie de question. Ah oui, sur l'information. Là, c'est de la même façon. En fait, là, par exemple, les informations, on les a presque validées au fur et à mesure qu'on avait l'état des lieux. Nous, on valide les informations et c'est vrai que ce qui fait référence pour nous, c'est toujours notre site Internet. Voilà, le pôle rupture de stock met à jour en temps réel dès qu'un laboratoire publie une information que nous avons validée. Elle est mise en ligne sur notre site Internet. Après, c'est vrai que moi, je peux essayer d'être un peu plus attentive pour vous la relayer en temps réel. C'est vrai que dans l'idéal, on préfère même les relire avec vous. On trouve que c'est un peu mieux. Là, c'est vrai que pour celle-là, les laboratoires ont même nous devancent parfois dans les communications. On était obligé un peu de les rappeler à l'ordre sur le circuit et sur le fait qu'il était intéressant qu'on valide en amont leurs communications. Donc, c'est vrai que voilà, on sait qu'on a une marge de progression encore sur la gestion de ces crises. Et en tous les cas, on vous remercie pour votre implication et on va essayer en effet peut-être de formaliser encore plus les choses. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Merci. Merci. Je vais peut-être sauter 2 questions parce que c'est dans la suite. Quel est le niveau de pilotage d'une rupture ou d'une pénurie par l'industriel et notamment en cas de contingentement? Comme il y a eu pour le lutetium PSMA, c'est le labo qui doit centraliser les demandes et attribuer les doses. Pourquoi le MRP ne suit pas la même règle? Et là, ça rejoint aussi les générateurs aussi. On a l'impression que c'est plutôt l'industriel qui va faire la répartition des générateurs. Il y a différents, là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu à la carte ce qu'on peut faire. Pour certaines situations, le laboratoire a été amené à travailler directement avec les parties prenantes, que ce soit Sopra ou SFMN. Pour d'autres fois, on les renvoie directement à leur responsabilité pour choisir les sites qui sont destinataires. Et nous, on vérifie a posteriori qu'on a quand même une bonne répartition et que l'ensemble des sites est approvisionné. Nous, côté ANSM, on ne connaît pas forcément. C'est toujours compliqué avec les sites qui commandent plusieurs fois par semaine, ceux qui commandent qu'une fois, les quantités habituellement commandées. Donc, c'est vrai qu'on peut pas. On renvoie souvent le laboratoire à ses responsabilités pour choisir, même si nous, après, on a un contrôle a posteriori.
Et c'est vrai que pour ce type de contingentement, après, c'est comme voilà, quand on est dans du médicament plus classique où il va y avoir un nombre d'unités ou alors des distributions contrôlées, nominatives, c'est toujours le laboratoire qui, quand même, in fine, est responsable de la bonne distribution et du respect des règles qui ont été mises en place avec nous. Voilà, nous, on va établir des règles éventuellement avec vous. Après, ça reste le laboratoire qui les met en place et qui gère au quotidien. Nous, on ne peut pas se substituer au laboratoire, on ne peut pas avoir les listings, on ne peut pas forcément tout faire. Après, c'est au-dessus de, comme vous avez vu, le nombre de tensions qu'il y en a un très grand nombre qui aboutissent à un contingentement. On ne peut pas se substituer au laboratoire et gérer les approvisionnements pour l'ensemble des molécules en tension. Et puis, pareil, la question suivante, qu'en est-il de l'obligation de communication sur les tensions d'approvisionnement, définition d'une tension quand il n'y a pas d'examen, de livraison et donc que l'examen ou le traitement est annulé pour un patient? C'est vrai que c'est la définition de la tension d'approvisionnement pour nous, voilà, on n'a pas le médicament le jour J, on est… C'est vrai que normalement, à partir du moment où vous ne l'avez pas ou quelque chose a dû être annulé, normalement, le laboratoire devrait nous le déclarer. Après, voilà, avec cette limite, quand c'est très ponctuel, peut-être qu'ils considèrent que c'est compensé sur la livraison suivante. Voilà, après, ça va dépendre un petit peu du produit et du type de difficulté. C'est vrai que je n'ai pas de réponse toute faite. Alors, il y avait une question sur les pénuries de trousses. Donc, certaines trousses ont une péremption courte, notamment le Nano 6 et le nouveau lot qui sort. Et le nouveau lot ne sort pas avant la péremption du précédent, d'après ce qui est noté. Et donc, il y a aussi eu les changements de spécialité par le laboratoire. Donc, des fois, on est en appel d'offres avec un médicament et puis le laboratoire nous dit finalement non, ce sera une autre spécialité qui vous sera livrée et sans forcément de… Ça, c'est un peu à notre niveau, c'est vraiment une difficulté, ces appels d'offres, parce que c'est vrai que nous, on ne s'en occupe pas du tout. On essaye de faire au mieux avec les alternatives. Et je sais que pour gérer la crise sur les immunoglobulines, quand on essaye des fois de faire au mieux et qu'on nous dit « Ah ben non, nous, on n'est pas en marché avec ce laboratoire-là, donc vous êtes démenés pour faire cette autorisation d'import, mais on ne peut pas », c'est assez compliqué pour nous. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à prendre en compte et qu'on ne prend pas trop en compte. Normalement, quand il y a des vraies situations de pénurie, c'est le laboratoire défaillant qui doit vous approvisionner avec l'alternative. Et donc, normalement, il n'est pas question de marché ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que c'est un domaine que je maîtrise moins bien. Et normalement, ça ne doit pas, ça doit pas être un frein au bon approvisionnement. Mais on sait que concrètement, sur le terrain, ça peut parfois être être difficile. Et ça, c'est vraiment une difficulté de la manière dont s'organise le marché actuellement avec les grandes centrales d'achat et tout ça. On sait que c'est une difficulté particulière, mais qu'on ne gère pas côté ANSM, en tout cas. Oui, là, je reviens. Donc, il y a aussi effectivement le Nano 6 avec une péremption courte et pour laquelle le laboratoire, je crois, vous avez fait une demande pour avoir une réduction du stock à un mois. Tout à fait. C'est ça, hein? Oui, j'ai vu que c'était dans les exemples que j'avais mis. En effet, ils ont eu une diminution de leur stock de sécurité, justement en raison de cette difficulté en lien avec la durée de péremption. D'accord. Ok, c'était… Ça a été acté, oui. Alors oui, après, j'en avais parlé dans la présentation, c'est toutes les suppressions d'indications d'AMM. On a le nanocol qui n'est plus commercialisé, qui avait une indication dans les scintigraphies médulaires. Et on a le laboratoire concurrent qui a une molécule équivalente, mais qui n'a pas l'indication qui nous intéresse fort. Ça, c'est toute la difficulté. Alors là, j'allais distinguer vraiment deux choses. Il y a les arrêts de commercialisation pour lesquels, en effet, nous, on est saisi au sein de la DMM, on doit donner un avis, mais in fine, ça reste le laboratoire qui décide. S'il n'a plus envie de commercialiser son produit, on peut y mettre tous les avis défavorables qu'on veut. Ça reste le laboratoire qui reste maître de la distribution de son produit. Donc, c'est vrai qu'il y a les arrêts de com qui sont stratégiques pour les laboratoires qui décident en fonction de leur volume s'ils veulent poursuivre ou pas la commercialisation d'un produit. Nous, on n'y peut pas grand-chose. Et voilà. Après, il y a tout ce qui va être retrait d'une indication. Là, c'est encore autre chose. Si c'est en lien avec le BR, s'il y a une indication qui est retirée, c'est que quelque part, elle n'a pas été, lors d'une évaluation BR, elle n'a pas été jugée positive.
Donc, je distinguerais vraiment un arrêt de com du retrait d'une indication qui est totalement différente. Après, c'est vrai que si un arrêt de com entraîne un report sur un produit dont l'indication est plus restreinte, on sait que c'est toujours une difficulté. On ne peut pas non plus forcer un laboratoire à déposer une extension d'AMM, même si sur le terrain, cette indication, elle est totalement légitime. S'il n'a pas envie de faire une extension d'indication, il ne la fera pas. Donc, c'est vrai, là, le hors AMM est toujours une possibilité. Il y a aussi la possibilité de déposer ce qu'on appelait avant les RTU, qui sont devenus les CPC, les cadres de prescription compassionnelle. Donc là, c'est un protocole qui encadre le hors AMM dans une indication donnée. Donc là, ça peut être le laboratoire, ça peut être une société savante, ça peut être un groupe coopérateur qui sollicite l'AMM pour formaliser un accès dans une indication donnée pour une molécule qui a l'AMM, mais pas dans cette indication. Donc voilà, dans ces cas-là, on peut jouer sur ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus lourd. Alors même qu'il y avait un produit qui avait la bonne AMM à un moment donné, qui s'est retiré, on se retrouve à devoir gérer des procédures plus complexes pour mettre à disposition une autre molécule dans la même indication. Je reviens sur le hors AMM. J'avais regardé les textes de loi il y a quelques temps. Avant, c'était très bien défini. On nous disait, il faut prévenir le patient, il faut que ça figure dans le dossier médical et tout. Et maintenant, les nouveaux textes de loi ne parlent plus du tout du hors AMM. Ils parlent de l'accès précoce, mais j'ai pas retrouvé de... Pour moi, c'est toujours une possibilité qui se fait sous la responsabilité du prescripteur. Alors après, je ne sais pas s'il y a des éléments de détail qui ont été retirés du code. Oui, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, c'est toujours une possibilité. Il y a pas. C'est toujours d'actualité. Un prescripteur peut toujours, à partir du moment où dans son âme et conscience, le BR est respecté et que c'est la meilleure alternative pour le patient, il peut prescrire ORM. Et après, alors il y avait la question du monopole du laboratoire Curium qui produit les générateurs pour General Electric, et il y a eu un incident lors de la précédente maintenance. Honnêtement, alors là, pour quelqu'un qui, il y a 2 ans encore, je ne m'occupais pas du tout des radiopharmaceutiques. Pour quelqu'un qui a dû entrer dans ce domaine qui est déjà complexe en lui-même, l'organisation des industriels au sein même de ce domaine complexe est très complexe. Donc, je n'irai pas plus loin. Moi, on n'est pas là pour… Après, il y a un certain nombre de prérequis réglementaires qu'ils doivent respecter. Mais leur organisation est somme toute assez complexe. Après, nous, on essaye de faire au mieux. Et de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces organisations complexes, en termes de MITM, c'est l'exploitant de l'AMM sur qui repose la responsabilité de l'approvisionnement du terrain. Donc là, en l'occurrence, pour les produits que vous citez, c'est Curium, si je ne me trompe pas, qui exploite l'AMM. Donc l'ensemble de la responsabilité repose sur lui, quoi qu'il arrive. Donc après, mais c'est vrai qu'en réalité, les choses sont plus compliquées, mais en termes de responsabilité, les choses sont assez claires néanmoins. Je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on avait un peu listées au sein du CA. Fred, je te laisse la merci, main. Je vais poursuivre pour effectivement le chat. Alors, donc un certain nombre de questions qui rejoignent un peu ce qu'on vient de dire. Alors, des questions sur l'actualité, vous avez des infos sur BR2 pour votre part ou a priori, ça avait l'air en bonne voie. Néanmoins, personne ne voulait se prononcer tant qu'on n'avait pas l'avis officiel de l'autorité compétente belge, qu'on n'a pas à ce stade. Et je regarde mes mails en même temps que je vous parle. Je n'ai pas de retour consolidé à ce stade. Mais bon, tout le monde avait l'air assez confiant, mais je voudrais pas… on a un rebondissement est toujours possible. On a une attitude prudente compte tenu effectivement des ascenseurs émotionnels des derniers jours. Donc, écoutez, si vous avez une info, on est preneur en tout cas. Alors, effectivement, on posait la question des demandes prioritaires, peut-être des indications prioritaires. Quelqu'un qui voulait un peu plus de précision par rapport à ça. C'est ce qu'on disait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais je pense que vous êtes encore plus à même que moi d'expliquer ça. C'est vrai que c'est un outil qu'on a et qui peut, pour l'IOT, qui avait été assez utile. Après, je pense que je ne me trompe pas quand je dis que pour d'autres types d'approvisionnement, c'est pas si utile que ça, puisque ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tous les sites peuvent se prévaloir d'un certain nombre de patients sous indication prioritaire.
Ouais, fait que tout le monde fait la queue pour avoir un générateur. un générateur et que voilà, il n'y en a pas pour tout le Ah, monde et que donc voilà, c'est là où il faut trouver d'autres solutions avec des répartitions géographiques. On en est arrivé à se poser la question voilà, de réunir plusieurs sites, c'est un peu ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il faut faire bouger les patients? Mais c'est là où c'est de toute façon l'objet d'un dialogue. Voilà, selon la durée de la crise, c'est des choses qu'on est obligé de mettre en place et de discuter avec vous. ouais, tout à fait. Alors, autant sur l'iode 131, c'était effectivement une approche qui était, enfin, sur la thérapie, on pouvait effectivement l'adapter, hein, enfin, plus ou moins, plus facilement en tout cas que pour les générateurs de technétium. Donc, sur les générateurs de technétium, alors, il faut savoir que comme vous l'aviez dit précédemment, et je réponds là au collègue qui a posé la question, sur les indications prioritaires, ça a été un retour de la SFMN et de la SOFRA et une discussion avec la NSM. Donc, c'est pas quelque chose comme ça qui est tombé de nulle part. C'est compte tenu, voilà, du caractère urgent de la réalisation des examens et de la priorisation des examens à réaliser. Sachant que derrière, effectivement, ce sera extrêmement compliqué pour la question des examens techniciens, c'est de faire la part des choses sur les différents centres en pratique. Et d'une part, l'industriel, clairement, n'a pas la possibilité d'avoir ce retour. Donc tout le monde a dit, ces orientations prioritaires, en pratique, ça va être très compliqué de pouvoir en tirer concrètement des conséquences. Par contre, ce qui a été dit, et les échanges qui ont poursuivi, et donc toujours entre voilà, Sopra, SFMN et NSM, ça a été de dire, ben voilà, essayons d'avoir une répartition la plus équitable possible de l'activité technicienne. Tous les centres vont faire un examen prioritaire, peut-être pas tous, mais au moins une partie d'entre eux, et essayons de répartir au mieux la radioactivité sur les différents centres en France. Effectivement, au sein d'une même ville, s'il y a plusieurs sites, essayons d'avoir une réflexion un peu à concentrer les examens sur un site et faire en sorte qu'il y a un examen qui arrive, enfin un générateur qui arrive à Toulouse, un qui arrive à Marseille, un Paris. Bon, peut-être plus, à Nancy, etc. Mais voilà, de telle sorte qu'il y en ait partout au moins sur le territoire et qu'on se retrouve pas sans aucune alternative d'imagerie sur une partie du territoire. Donc ça, c'est ce que vous avez pu retrouver notamment dans certains communiqués des industriels. Et cette répartition, ce retravail de la répartition de la radioactivité au niveau de chacun des générateurs et des sites de livraison, c'est un travail qui a été fait notamment via la NSM. Donc, il y a eu, au-delà de ces orientations prioritaires, derrière d'autres échanges qui ont conditionné comment les générateurs ont été réellement distribués. Donc voilà, c'est peut-être pas aussi transparent pour tous, mais en tout cas, clairement, ça a des conséquences. Donc voilà. Fred, une remarque quand même. Oui. Il y a eu une information de la part de Curium comme quoi ils allaient augmenter leur production de 6-9 pour. D'accord. C'est n'importe quoi. Ah bah, on est bien d'accord que de toute façon, quand tu peux plus faire de tech, tu blindes le TEP, hein, et qu'effectivement, compte tenu de toute façon de la production qui est à l'heure actuelle disponible, de toute façon, bah voilà, ça répondra absolument pas effectivement aux besoins. Et les plannings sont déjà bookés avec du FDG et autres. Peut-être du coup du gallium si tu as la possibilité d'en faire effectivement. Donc c'est pas voilà, c'est je dirais de la com quoi, mais c'est pas La concrètement, c'est plutôt communication était quand agaçant. même un peu déficiente là. De ce côté-là, j'ai trouvé ça un peu fort. Ouais, tout à fait. Et sincèrement, effectivement, moi, ce qui m'étonne, c'est le différentiel de communication entre les industriels. Si à partir du moment, enfin voilà, les échanges avec l'agence se font à un instant T, comment ça se fait qu'on a un retour de communication, on va dire quelques jours après par l'industriel, et que l'autre, ben, on n'a rien, quoi. Enfin, je veux dire, la conséquence secondaire là de cette problématique à l'heure actuelle que l'on connaît, l'impact, c'est l'iode 131 en décembre. On a été informé relativement précocement par un industriel. L'autre, ça s'est fait, mais il y a quelques jours. Et donc, alors oui, on a des échanges, des gens qui nous disent ça va certainement aussi impacter tous les industriels. On s'en doute. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a quand même pas une timeline définie qui fait que il faut qu'ils communiquent quand même de manière synchro. Donc, il y a un retour, même si c'est pas au jour près, mais qu'on se retrouve pas à un échange de temps aussi important dans les retours d'information, parce que là, ça nous met vraiment en difficulté, je trouve, hein. Est-ce que vous, là, en termes de la NSM, vous avez, vous, cette exigence de communication, de temps de C'est vrai communication que des industriels? ces communications qui sont faites très en amont, souvent les laboratoires les font indépendamment de nous en fait. Et c'est vrai où ils les Ah, font en même temps qu'ils nous déclarent le risque de rupture. Donc c'est vrai que généralement cette première phase, on la maîtrise un peu moins bien. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, on ne sait pas encore. Je ne sais plus ce qu'on a mis en place pour l'iode là au mois de décembre, mais je crois que finalement ça devrait pouvoir passer. Donc c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais c'est vrai que ces étapes en amont,
au niveau de la communication des industriels, c'est généralement pas un moment où on est encore en échange actif avec eux. Donc, c'est vrai qu'on pourrait essayer de progresser, mais bon, voilà, généralement, certains d'entre eux communiquent plutôt rapidement, d'autres moins, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser des questions, en effet, à froid, sur établir un peu, comme vous dites, une timeline sur voilà, quand ils ont l'information d'une d'allocation restreinte, à partir de quel moment ils doivent vous prévenir, sous quelle forme et qui. C'est vrai que ça pourrait être l'objet d'un groupe de travail. Hein. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tendance pour l'instant à gérer que les contextes de crise. On pourrait essayer de nous réunir pour établir certains process à froid. Nous, côté ANSM, je pense qu'on serait tout à fait partant pour ça. Et c'est quelque chose qu'on peut construire ensemble. Avec plaisir. Et en retour d'expérience aussi, le thallium. Le thallium, effectivement, tout le monde s'est jeté dessus. Hein. Quand il n'y a plus de tech pour la cardio, on se jette sur ce qu'il est possible de faire. Et ça a été l'occasion de s'apercevoir que la production de thallium, c'est également bien compliqué. De toute façon, on a tous reçu les accusés de réception des derniers jours et jusqu'en début de semaine prochaine où déjà, en fait, le retour d'infos sur l'acceptation des commandes avec des accusés de réception comme quoi la commande est bien prise, mais que, in fine, vous ne serez pas livré parce que ça allait au-delà de la capacité de production, voire une incapacité à avoir les rendements de production qui étaient attendus, a conduit à annuler des examens. Là, on a eu des messages d'annulation mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à lundi prochain. Donc, le thallium, il y a un vrai souci aussi. Donc, des soucis de communication, d'évaluation peut-être des capacités de production de l'industriel, Je pense que là, il y a vraiment un dysfonctionnement de l'industriel parce que nous, dès nos premières réunions, on savait qu'il y aurait ce report et nous avait affiché plus 30% de produits pour pallier au report d'utilisation. Et finalement, on a vu, mais qu'ils ne nous ont même pas déclaré à nous directement, mais suite justement à vos remontées, encore une fois, qu'ils avaient eu un problème informatique justement pour les surcommandes. Et là, c'est vrai qu'on a... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus une problématique là côté gestion des commandes de leur côté. Je crois que finalement les 30% de surplus ont bien été mis à disposition, mais bon voilà, moi comme je vous ai dit, je ne suis pas directement à la cellule rupture. Normalement, voilà, c'était quelque chose qui était censé avoir été anticipé, et j'ai l'impression que là le laboratoire a une problématique encore intercurrente, de gestion des commandes sur laquelle il n'a pas échangé avec nous de façon très transparente. Effectivement, je vous remercie pour ce retour. Donc là aussi, toute la difficulté, juste pour dire, nous aussi, c'est une difficulté pour la responsabilité des laboratoires. C'est vrai que, comme on l'a vu, ce que doit nous déclarer le laboratoire, c'est la tension, la rupture ou le risque de rupture. Là, finalement, si j'ai bien compris, les quantités habituelles sont programmées. Finalement, c'est ce qu'il avait prévu comme surproduction qui n'a pas pu se faire, ce qui est dommage parce que c'était vraiment attendu. Mais dans ce qui est les définitions réglementaires des approvisionnements nécessaires, il n'est peut-être pas dans la définition. Alors, des fois, c'est un peu dommage, hein, je ne le dis pas. Il n'est peut-être pas dans la définition de quelque chose qu'il aurait dû nous déclarer, puisque ce n'est pas vraiment une situation de tension, c'est une situation de ne pas pouvoir finalement fournir le plus de production qu'il avait produit en réponse à une crise qui concerne un autre produit. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire. Voilà, pour la gestion des MITM, quand ça marche en cascade comme ça, ce n'est pas toujours facile d'avoir les bonnes déclarations avec l'anticipation désirée. Et qui plus est des subtilités aussi, parce que comme là on évoquait sur les trousses le fait qu'on switchait d'une spécialité à une autre, ici sur le thallium c'est la même chose avec un switch qui se fait sur leurs deux sites de production. Un coup ça va à Saclay, on nous dit là vous êtes sûr que ce sera bien produit. Si ça va par contre à Pétain, peut-être bien que peut-être bien que non. J'avoue qu'en termes de communication, c'est quand même pas hyper satisfaisant. Et derrière, effectivement, on reporte les examens d'un jour, 2 jours, 3 jours. Enfin, très sincèrement, être secrétaire dans nos services en ce moment, c'est pas une bonne chose. Hein. Donc, c'est extrêmement effectivement compliqué. Et voilà, sur ces éléments de communication, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une clarté qui soit faite, que ce soit pour nous en tant que professionnels nous organiser, mais aussi derrière pour les patients, parce que
voilà, c'est pas la première pénurie. A priori, il y en aura d'autres, hein, vu comment ça se répète de manière chronologique. Et donc, ce serait bien qu'ils apprennent, qu'il y ait un apprentissage de ces erreurs quand même, hein. J'avoue que là, ce serait une bonne chose. Et du coup, on me demande on nous demande qu'en est-il des autres réacteurs disponibles? Alors, un de nos collègues voudrait qu'Aronax produise du technétium, mais on nous demande aussi des questions sur Cadarache. Est-ce que vous avez une Alors, position? non, j'ai pas de Ah, position là-dessus. Michael nous a J'aimerais bien posé. vous dire qu'on augmente le pool et que tout va bien se passer. Après, je pense que voilà, les difficultés sont beaucoup plus importantes que ça. Voilà, moi, je ne connais pas toutes les subtilités. Déjà, j'apprends à découvrir les différents réacteurs et voilà, là, je pourrais pas répondre à cette question de façon assez pertinente. Donc là, je vais sortir mon joker. Et alors du coup, j'en ai un autre. Alors, si vous avez utilisé votre joker, c'est tant bien. Du coup, alors bon, là, ça répondra pas du tout à la question du technicium, mais de manière générale, dans d'autres pays européens, il existe la notion de préparation magistrale de radiopharmaceutique qui n'existe pas en France. Alors, ça répondra pas à la problème du technicium, mais dans pas mal de situations, finalement, on serait capable. Alors, c'était le cas, par exemple, sur le PCMA1, donc pour l'alternative bon, qui a bénéficié d'un DME, etc. Mais on montre que on est capable, via des productions locales, de suppléer à certaines situations de rupture d'approvisionnement, etc., parce qu'on a la capacité dans nos centres de produire des médicaments radiopharmaceutiques. Alors, pas de manière complètement isolée, sans aucun regard de l'agence ou quoi que ce soit, en ayant démontré au préalable notre capacité à le faire. Mais est-ce que, finalement, il n'y a pas une réflexion qui pourrait être faite aussi à moyen terme sur se rapprocher de ces législations qui permettent la réalisation de ces sortes de préparation magistrale au niveau de nos centres? Alors là, encore une fois, c'est quelque chose que je maîtrise moins bien. Si c'est une solution, pourquoi pas. Après, je sais qu'il y a beaucoup de contraintes dans le domaine et voilà, entre ce qui peut être fait au sein d'une PUI et ce qui peut être fait au sein d'un service de médecine nucléaire, je sais déjà que voilà, il y avait des Oui. questions qui se posaient à ce niveau-là sur qui fait quoi, qui peut faire quoi. Donc, je sais qu'il y a, côté ANSM, on avait un certain nombre de discussions à avoir pour savoir justement, j'ai en tête la problématique des globules rouges radiomarqués, si je ne me trompe pas, avec justement des choses à définir sur savoir qui pouvait le faire, dans quelles conditions. Parce qu'elles existent, les préparations magistrales de radiopharmaceutique, ce n'est pas quelque chose qui est… Non, le statut-là, il n'existe pas, hein. Ce statut-là, en fait, on n'a pas cette possibilité-là à l'heure actuelle. En fait, on n'a pas en tout cas, c'est ce cadre. Alors, c'est dommage que notre réseau ne soit pas disponible. Effectivement, on n'a pas ce cadre-là à l'heure actuelle. Et c'est des choses, par exemple, qu'on peut retrouver, alors je crois en Belgique, en Allemagne, c'est sûr. Et est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, effectivement, avoir ces échanges, hein, pour réfléchir éventuellement à introduire cette modalité-là dans un cadre bien spécifique et en répondant à un cahier des charges, alors, DME-like ou je ne sais pas, mais Oui, voilà, avec on le ne vous regard bien sûr épargnerait de… pas ça, hein, quoi qu'il Ah, bah, arrive. bien sûr, bien sûr. Mais, Mais voilà, et toujours mais avec le regard de l'agence, mais au moins qui permettrait, voilà, de pallier à certaines situations, ça pourrait être intéressant pour les centres. bah, écoutez, si c'est à ouvrir, on peut en discuter. Je peux déjà voir moi, en interne quelles sont les contraintes et où est-ce qu'en est le niveau de discussion à ce niveau-là. Et lors d'une de vos prochaines réunions, je peux refaire un état des lieux, du moins de là où on en est, et peut-être voir où est-ce qu'il faut aller. Et Ouais. je pense que je peux faire ça. Alors, juste 2 points, et après on va vous libérer, bien sûr. Vous avez évoqué les marquages cellulaires, en tout cas les préparations des éléments, des éléments figurés du sang. Nous, effectivement, alors, on a sollicité l'agence plusieurs fois sur cette question, alors, via les bonnes pratiques et puisqu'on est intervenu dans la rédaction de la LD4 en tant qu'expert ponctuel, sur le statut juridique avec une proposition qui a été faite justement et des éléments qui ont été transmis du coup à Valérie Solomon à ce moment-là. Puisque effectivement, pour qu'on définisse un peu plus les responsabilités des uns et des autres, on avait certains éléments qui avaient été transmis. Si vous voulez, je peux également vous les transmettre parce que là-dessus, on est sur des positions qui sont assez anciennes, alors que finalement, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées depuis. Il y a les MTI, il y a les Carticel, etc., qui font que sur le médicament, il y a pas mal d'actualités qui nécessiteraient peut-être effectivement de Je sais que mettre à jour aussi c'est un ce dossier statut-là. c'est un dossier qui a été ouvert bien avant mon arrivée et qui mériterait d'être repris. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai que si on peut le faire en concertation, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y avait pas de conclusion. Enfin, voilà, on n'était pas arrivé jusqu'au bout de la problématique et je pense qu'elle pourrait totalement être réouverte. Je suis d'accord avec vous. Parfait. Donc Merci. là, Je vous retransmettrai les éléments du coup à ce voilà, et niveau-là également. n'hésitez pas.
Et juste les dernières questions, on s'arrêtera là, avec les questions qui viennent de tomber. Un collègue qui nous faisait état effectivement de l'attention aux ruptures approvisionnement, et à l'époque, effectivement, c'était la SFMN qui avait été identifiée. Donc, comme vous l'avez indiqué, donc là je réponds, je me permets de répondre, suite à cette première gestion de crise, alors j'espère que c'est pas des courriers récents, mais en tout cas, suite aux premières ruptures de début d'année, on avait évoqué en tout cas que la SFMN avait été sollicitée, et suite au retour d'expérience, on a dit qu'il fallait aussi mettre dans la boucle les radiopharmaciens, et c'est désormais chose faite puisque on échange régulièrement entre nous. Et même Pierre-Yves Salin, qui était président lors de ces échanges-là de la SFMN, lui aussi a vraiment noté cette nécessité d'échange avec les radiopharmaciens. Donc, on est désormais partie prenante, et donc c'est une très bonne chose. Alors, un de nos collègues nous parle du risque de contamination sur les, par rapport à la présentation de ce matin. La première pénurie de 131 et fourniture via les pays de l'Est et présence de contamination radioactive. Y a-t-il un risque aujourd'hui? Ça dépend de la source d'approvisionnement. Ça dépend si on fait appel. Je sais pas, vous avez été au fait de ces différents éléments? C'est une problématique qui me dit quelque chose, mais je crois qu'au final, ça avait été évalué par la SN et qu'il n'y avait pas un risque qui avait été identifié, mais peut-être que je me trompe de problématique. Est-ce que c'est ça que vous évoquez? En fait, ça s'est retrouvé. Alors, c'était pour le produit qui était importé, qui venait de L'isotopes de Hongrie ou ouais, c'est ça. Et ça? en fait, il s'avère que les équipes se sont retrouvées avec des contaminations à iode 131 parce que c'était pas clean, quoi. Et, Sur les emballages, sur je les crois. emballages, Ouais. Ça me dit quelque chose. il y a eu, Ouais. et voilà, Avant de se rendre compte, oui, je pense qu'il y a des emballages qui sont partis dans le circuit standard pour certains services. Mais, ouais, tout à fait, ouais. Et donc, du coup, il y a eu ce souci-là. Donc, effectivement, renforcer l'information auprès des industriels sur ce risque-là, ce serait une bonne chose, effectivement, en tout cas sur leur marge qualitative dans l'emballage de ces produits radioactifs. Je crois que les RCP n'étaient pas traduits en français, et je crois que c'était aussi un peu compliqué pour l'utilisation de Là, c'est pilules en pratique. C'est quelque chose qu'on essaye d'équilibrer et d'évaluer au cas par cas. C'est vrai que les industriels, si dans le cadre de ces importations exceptionnelles, si on leur dit qu'il faut traduire l'ensemble des notices, les imprimer, et des fois, c'est un vrai obstacle à l'importation dans un délai qui soit compatible avec la prise en charge des patients dans le contexte de la tension. Donc, c'est vrai que quand on sait qu'on est dans un circuit de professionnels bien informés, on permet d'apporter des produits sans traduire l'ensemble des documents. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup, mais parfois, on est obligé, ne serait-ce que pour avoir des produits dans les temps, en fait. Écoutez, en tout cas, effectivement, ça avait été une question qui avait été évoquée et une interrogation à ce moment-là. Et sur la question des préparations, alors le fait que dans nos collègues au sein du conseil scientifique, notre collègue belge Zena Wimena donc a cette expérience-là, donc on pourra faire le point avec elle. Ce sera un échange plus simple sur la notion des préparations magistrales. Après, Karine Félix, qui est représentante, qui est la représentante des radiopharmaciens au sein de l'ordre, elle évoque aussi le statut de préparation hospitalière spéciale, puisqu'en fait, ça a été créé suite aux productions pendant la crise Covid pour tout ce qui est curare ou autre par les PUI. Donc, avoir le statut des préparations qui sera le statut le plus adapté, mais effectivement, à discuter. Effectivement, pas mal de pistes de réflexion afin éventuellement de débloquer des situations de rupture sans pouvoir proposer des examens diagnostiques et ou thérapeutiques ou des traitements donc à nos patients, alors qu'il existe peut-être des alternatives qu'on est capable de proposer. Écoutez, on a ouvert pas mal de chantiers. Il n'y a plus qu'à réussir à les suivre conjointement. Nous, en tout cas, on est tout à fait disposés à le faire. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis pour le suivi. Et puis on vous transmettra bien sûr les différents éléments dont on vient de parler. Si nos collègues nous transfèrent des questions, d'autres questions par la suite, écoutez, on essaiera de synthétiser tout ça de telle sorte qu'on puisse ensuite leur proposer un certain nombre de réponses si vous en êtes d'accord. Et encore une fois, un grand merci pour votre présence aujourd'hui et donc à bientôt. Merci à tous de votre écoute et bonne fin de journée. Au revoir.